Moi, je suis Adamas Koudou, un serviteur engagé pour le coaching que vous connaissez. Et je me suis décidé donc d'approfondir de jour en jour mes connaissances sur le coaching parce que j'ai envie de maîtriser donc cette discipline. Je pense que j'ai des prédispositions pour exercer ce métier. C'est pourquoi, personnellement, chaque jour, je pose des questions, je participe à des activités, j'organise aussi des activités pour comprendre de mieux en mieux, pour partager les connaissances et les expériences donc, des aînés et des gens qui sont issus de différentes écoles. Je crois que c'est à ce titre-là que nous pourrons remettre en cause nos insuffisances et acquérir de la connaissance afin pour nous mettre donc, sur le chemin du professionnalisme. Nous pouvons constater, en tout cas, je vais poser la question bientôt à nos intervenants. Les 10 dernières années, si nous prenons le cas du Togo, il y a eu une fusion donc, autour du coaching, où beaucoup se sont présentés comme coach, pas seulement au Togo, mais dans toute l'Afrique. Et nous avons constaté que ce mouvement a été porté beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, on a plein de coachs d'un peu partout du monde et sans savoir exactement qu'est-ce qui forge leur légitimité, d'où ils viennent, qui les a donné cette allégation, cette habilitation, qu'est-ce qu'ils font exactement comme coach, euh, à quoi ils se réfèrent, quel coaching ils font. Donc voilà. Ce que nous savons, c'est qu'un peu partout, ça sonne coach, 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 etc. Mais aujourd'hui, en 2025, on peut constater euh, que la tempête s'apaise avec, je peux dire, une certaine disparition voilà, d'une partie donc, de ces rhéteurs. Mais nous pouvons aussi constater que globalement, euh, les gens retiennent quelque chose du coaching qui n'est pas positif, qui n'est pas positif pour le coaching. Et aujourd'hui, pendant que certains sont en train donc de s'efforcer pour suivre une formation, pour se certifier, parce qu'ils pensent qu'ils ont l'appel, ils ont la vocation, ils ont la passion, ou ils ont techniquement eu la justification donc, de la capacité donc, de cette discipline-là à transformer l'individu. D'autres donc, se moquent donc de la profession, comme quoi les coachs sont des beaux parleurs, des rhéteurs, des menteurs, etc. Donc, euh, j'aimerais bientôt poser la question, mais donc, ce que j'ai comme point, c'est que en Europe, aux États-Unis, le coaching a progressé. On a des organisations professionnelles qui ont porté la profession. Et il y a des articles qui sont publiés, il y a des livres qui sont édités. Et, et quand même, on va sur Internet, on va constater que la profession bat son plein ailleurs, et avec un niveau de reconnaissance juridique acceptable, ou quand on parle d'un coach en France, par exemple, ou au Canada, cela n'est donc d'aucune surprise pour personne. Alors, comment se fait-il qu'ailleurs, ça se passe parfaitement de cette manière, et ici, peut-être non? Donc, celui qui se présente comme coach certifié, comment est-ce qu'on le reconnaît? La certification, c'est quoi exactement? Qui est coach certifié, qui n'est pas coach, qui est coach euh, débrouillard ou qui est coach professionnel, nous ne savons pas exactement. Donc, nous avons voulu fouiller autour donc, de la notion de certification pour que les aînés, ceux qui ont l'expérience, puissent nous permettre de comprendre clairement tout ce qui a trait à la certification en coaching. Alors, euh, j'aimerais donc laisser donc la place à notre conférencier principal, le docteur Olivier Aonon, qui est le directeur national donc, de Compassion Internationale de se présenter d'abord et après, il nous dira donc ses propres vérités. Pourquoi je parle de vérité? Parce que si nous organisons cette conférence, c'est pour permettre à ceux qui se battent, ceux qui ont envie de progresser, d'avoir donc de la ressource, d'avoir des indices, d'avoir une référence pour progresser. Donc ça veut dire qu'on veut progresser en tant que coach ou on veut aller vers le coaching ou on veut aider le coaching à progresser. Et ce progrès ou cet avancement ne peut se faire sans un certain diagnostic donc, du parcours que le coaching a fait dans notre milieu. Donc, il nous dira, lui, sa vérité sur le coaching, par exemple, dans l'espace Togo au moins.
sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'il peut dire comme sa propre remarque sur comment est-ce que le coaching a évolué. Et c'est après cela que nous commencerons par entamer les questions qui ont trait à la certification. Donc, je laisse la place à notre intervenant principal, le docteur Arnaud Olivier. Merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir échanger sur la thématique qui nous regroupe ce soir. Au-delà de la passion, comprendre les exigences d'une certification en coaching. Et la question de présentation, voilà, je crois que notre ami l'a si bien dit. Moi, c'est Monsieur Olivier Arono. Je suis le directeur de Compassion Internationale Togo, mais avant ça, je suis gestionnaire de formation, spécialité dans le domaine de marketing. Mais j'ai eu l'opportunité ces 15 dernières années d'être dans le secteur du coaching. J'ai pu commencer d'abord par le coaching scolaire qui consiste à accompagner les apprenants par rapport à leurs objectifs qu'ils ont, aux défis que ces derniers ont. Et après, j'ai pu faire également, voilà, la certification euh, et pour pouvoir exercer. J'ai pu accompagner les entreprises, les coachings individuels, mais les coachings en entreprise également, pour permettre aux individus de pouvoir atteindre les objectifs professionnels euh, et également développer leur plein potentiel. Et pour d'autres cas, c'est pour l'amélioration des performances. Donc, voilà un peu si je peux parler de moi en termes de présentation. Mais sur la question qui est posée par rapport au coaching, d'abord disons que la définition, hein, il y a plusieurs définitions, mais la plus simple que je peux donner ce soir, le coaching professionnel, j'ajoute bien professionnel, est un accompagnement personnalisé qui vise à aider un individu ou une équipe à atteindre les objectifs professionnels spécifiques ou à aider ces derniers à développer leur plein potentiel et améliorer leurs compétences et performances. Donc, si tel est le cas, j'ai l'habitude de le dire que lorsque nous sommes dans le domaine de santé, vous ne pouvez pas exercer dans le domaine de santé sans avoir la formation requise, les compétences qui sont requises avant de pouvoir exercer dans le domaine de santé. De la même manière, lorsque nous prenons le domaine de psychologie, vous ne pouvez pas assister ou accompagner en tant que psychologue si vous n'avez pas eu la formation de base que cela demande. Il est difficile de véritablement accompagner dans ce secteur-là. Et d'autre part aussi, je peux dire aussi, en comparant dans le secteur de l'aviation, vous ne pouvez pas piloter un avion si vous n'avez pas aussi la formation et les compétences qui sont requises. Et lorsque vous êtes pilote, la question qu'on pose souvent, c'est de savoir quel est le nombre d'heures que vous avez parcouru, voilà, que vous avez déjà expérimenté. C'est ça qui fait de vous un expérimenté en tant que pilote. Donc, il va de soi pour lorsque nous voulons parler du domaine de coaching, nous savons qu'il est important que, voilà, celui qui s'appelle coach professionnel, ce dernier a suivi la formation qui est requise. Et la formation requise, ce dernier a suivi la pratique, il a pu exercer, il est suivi et il a pu valider tous les prérequis avant d'être certifié. Et lorsqu'il est certifié, il ne travaille pas seul. Les médecins, ils ont un cadre dans lequel ils travaillent, ils ont des déontologies qui sont appelés à suivre. Donc, de la même manière, celui qui passe par le processus de certification, cette personne adhère à une déontologie euh, et il est supervisé, ce qui fait qu'il exerce dans une profession où il y a tout le cadre nécessaire qui réglemente. Mais comme ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure, l'un des défis majeurs, c'est il y a des personnes qui ont suivi une formation de 3 jours et après ça, ils s'appellent aussi coach.
euh, coach en développement personnel et ils exercent. Mais vous allez remarquer que le défi qui se pose souvent pour ces personnes, vous allez voir qu'il n'y a pas la rigueur dans le travail, vous allez voir qu'il n'y a pas la documentation nécessaire pour leur permettre de pouvoir prouver le travail qu'ils sont en train de faire et les expériences qu'ils capitalisent. Vous allez voir que il est difficile pour ces personnes de montrer qu'ils continuent pas à approfondir leur formation parce que dans le domaine de santé, vous ne pouvez pas, juste après la formation, et dire, voilà, votre formation de base, c'est ce qui vous conduit à vie. Vous continuez pas à vous performer de la même manière. Celui qui est, voilà, un coach professionnel qui est certifié, il est dans un cadre, il continue pas à améliorer ses performances. Donc voilà ce que je peux dire un peu sur la question du coaching, l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui et le bien fondé de pouvoir avoir la formation qu'il faut, qui vous permet d'avoir les outils qu'il faut et bien les utiliser et avoir les expériences et capitaliser. Donc voilà ce que je peux dire sur sur la question d'introduction. Merci. Merci beaucoup à vous pour la disponibilité. Nous vous reconnaissons comme un homme rigoureux, mais un travailleur dans l'ombre qui produit de l'impact, mais aussi un homme disponible à marcher dans tout ce qui est sérieux. Voilà. Et si vous êtes là aujourd'hui, nous disons que peut-être que ce que nous sommes de faire aussi a un peu de sérieux. Alors, je crois que ceux qui sont sur la plateforme actuellement sont pour la plupart des coachs, peut-être déjà certifiés auprès d'une école, auprès d'un établissement, ou qui sont en formation actuellement, ou peut-être des gens qui prétendent s'inscrire dans une école pour leur formation. Moi, j'ai pu constater donc depuis les dernières années que beaucoup ont envie de suivre une formation de coach et, et quand ils commencent, ils se rendent compte que le processus est un peu plus complexe et puis, ils vont abandonner. Donc, on va constater souvent un taux d'abandon de 50 à 75%. Et comme quoi, ça devrait être si facile. Je suis vos cours, vous m'envoyez les cours, je lis, et puis en une semaine, deux, vous me donnez mon certificat. Donc, pas question de m'évaluer, etc., d'exiger des rapports. Donc, je voudrais poser la question, qu'est-ce que la certification, globalement? Quand on parle de certification, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est différent de la formation ou bien c'est la même chose? Disons que la formation, c'est l'apprentissage. Lorsque quelqu'un rentre dans la formation, ça veut dire qu'il veut acquérir des compétences ou des connaissances nouvelles, le savoir-faire, le savoir-être. Mais pour pouvoir parler de certification, ça veut dire que la personne a capitalisé un certain nombre de prérequis sur la formation que ce dernier a reçue. Parce que pour être certifié coach, ça veut dire qu'il y a des conditions à remplir. La présence au cours, la participation au cours, l'exercice pratique que vous faites et la pratique exacte que vous êtes appelé à faire et vous êtes supervisé. Et là, on voit que cette personne a assimilé et là, on donne l'opportunité à la personne de pouvoir faire la pratique. De la même manière, que, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, hein, dans le domaine de santé, vous ne pouvez pas juste bûcher les cours et puis vous dites, vous devenez médecin ou vous devenez infirmier d'État pour pouvoir voilà, soigner et injecter les gens. Il y a les prérequis. Et les prérequis, c'est qu'il faut répondre à ces prérequis-là avant de prétendre. C'est pour ça que tu vas voir que les structures structurées, telles que votre organisation qui le fait, c'est pas juste vous êtes présent à la formation ou bien euh, euh, vous recevez les documents, vous lisez les documents qui fait de vous quelqu'un qui est certifié. Il y a tout un processus rigoureux. Euh, je prends l'exemple hein, des conseillers certifiés. Nous faisons une formation pour les conseillers certifiés. Vous ne pouvez pas être déclaré conseiller certifié si vous ne faites pas la participation. Il y a 8 sessions présentielles d'une semaine. Vous ne participez pas. Vous ne faites pas les devoirs, vous ne faites pas la pratique. Quand toutes les conditions ne sont pas requises, voilà, vous ne pouvez pas avoir la certification. Parce que celui qui vous certifie d'abord, met l'organisation de formation aussi en jeu, la crédibilité en jeu. Donc, je crois que c'est important pour celui qui voilà, veut faire la certification d'être sérieux et de pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas piloter l'avion si vous n'avez pas voilà, tout ce qui est requis. Donc, je crois que ça va de soi.
dans le domaine de coaching. Je suis bien conscient qu'il y a le mélange. Voilà, il y a des gens qui essayent. Euh, Quelqu'un qui suit une formation de 3 jours, il s'appelle coach outil et puis il essaie. Mais si nous parlons de coachs professionnels certifiés, donc des gens qui exercent le métier. Et pour exercer un métier, il faut être qualifié pour le métier. Et pour les différentes écoles, il y a la rigueur, il y a un certain nombre de, voilà, euh, euh, de choses à compléter. Et vous le complétez, on vous déclare certifié. Mais quand vous êtes certifié, vous continuez pas à approfondir votre connaissance. Vous capitalisez avec tous les outils que vous utilisez et vous pouvez démontrer le nombre d'heures de vol que vous avez parcouru. Donc, voilà un peu la rigueur qu'il faut si vous voulez vraiment accompagner les hommes à réussir leur objectif personnel, professionnel et tout le reste. Je crois qu'il est important qu'il y ait cette rigueur-là euh, euh, individuelle pour celui qui veut devenir coach ou celui qui exerce la profession. Voilà ce que je pouvais dire sur cette deuxième question qui a été posée. Merci. Alors, docteur Olivier, vous parlez donc de certification. Je veux vous poser une question par rapport à la question de passion ou de vocation. Les gens disent qu'ils ont l'inspiration, ils sentent qu'ils ont un appel à accompagner l'homme dans son développement, dans son autodéveloppement. Bon, quelle différence y a-t-il entre la vocation et le parcours de certification? Est-ce que c'est obligatoire quand on a dit la vocation de faire encore un parcours si exigeant? Voilà. Le, je vais dire ceci. Quelqu'un peut dire que j'ai la vocation, je veux, voilà, j'ai cette passion d'aider les humains. Ça ne fait pas de vous un coach professionnel et même ajouter l'expression certifié. Vous pouvez être passionné d'être un pilote sans que vous n'ayez l'opportunité d'apprendre, d'expérimenter, de remplir les conditions. Vous ne pouvez pas, malgré votre passion. C'est là où j'ai l'habitude de dire, la passion pour l'accompagnement humain, c'est le point de départ pour un parcours de coach, mais cela ne suffit pas. Il faut des compétences solides et une posture et l'utilisation des outils nécessaires pour accompagner, selon que vous accompagnez un individu ou selon que vous accompagnez une équipe. Donc, il est important, euh, par expérience, euh, d'avoir la formation qu'il faut pour pouvoir pratiquer le don que vous avez. Si vous avez un don pour chanter, vous n'exercez pas dans le chant, vous ne pouvez pas être un bon chanteur. Donc, ce que je peux dire de façon aussi simple, hein, vous pouvez être bien passionné dans le domaine de, voilà, vous aimez à soigner les gens et tout ça, mais sans la formation, vous n'êtes pas un médecin, vous ne pouvez pas être un infirmier d'État. Sans la formation et tout, euh, euh, tout ce qu'il faut capitaliser en termes d'expérience et de pratique, vous ne pouvez pas être déclaré. Euh, voilà. C'est en ce moment-là où la question de charlatan, voilà, on essaie à sa façon, euh, mais on n'a pas eu de démarche aussi scientifique pour faire le travail par rapport au type d'accompagnement demandé par le client ou par l'entreprise qui demande, sollicite l'accompagnement pour son équipe, voilà, pour des individus qui ont des problèmes de performance, des problèmes de motivation. Voilà. Donc, on peut bien avoir la volonté, mais la volonté n'est que le point de départ. Il faut avoir la formation et ça permet d'avoir une méthodologie scientifique ou pratique qui permet à ce que, voilà, on accompagne le client et permettra à ce qu'il soit satisfait à la fin de l'accompagnement. Donc, docteur, ça veut dire que euh, il y a plusieurs motivations pour lesquelles on doit se faire certifier. C'est-à-dire que c'est le marché qui nous exige cela parce que les consommateurs sont de plus en plus conscients, informés, ou bien c'est parce que nous-mêmes, on veut se sentir légitime. Voilà, ou bon, enfin, quelle est la raison pour la finale pour laquelle l'on doit se donner à ce parcours-là? Disons que d'abord, ça vient de l'individu, de la personne qui veut exercer dans un métier. Si on est sérieux pour exercer dans un métier, l'élément de base, c'est la formation.
Et lorsque nous sommes surtout dans le domaine de coaching, où nous savons que le coaching est associé à toutes les sauces, il est important pour celui qui veut pouvoir opérer dans ce domaine-là, de pouvoir se démarquer de la masse. Et pour se démarquer de la masse, c'est que on acquiert le savoir. Et pas seulement le savoir, mais le savoir-être et le savoir-faire. Et tout ceci ne passe que par un processus aussi clair et permettant ce que l'apprenant qui aspire à exercer dans le métier puisse capitaliser. Et lorsque vous avez à accompagner les entreprises, vous êtes appelé à montrer vos preuves pour accompagner une entreprise lorsqu'il s'agit de coaching professionnel. Même pour les individus qui s'approchent de vous, c'est parce que vous avez fait vos preuves que par référence, d'autres viennent à vous. Euh, Moi, aujourd'hui, voilà, je ne fais pas la publicité avant que je n'ai voilà, des opportunités pour accompagner, que ce soit les structures, que ce soit les individus. Euh, donc, je crois que il est d'abord important pour le coach qui veut être un professionnel et exercer dans le métier de pouvoir avoir la formation. Deuxième chose, c'est parce que il y a un mélange autour de la société. Disons qu'en France, en Europe, aux États-Unis, euh, disons qu'il y a des structures. Le secteur euh, a été organisé. Le secteur a été organisé jusqu'au niveau de l'État. Au niveau de l'État, vous pouvez en France aujourd'hui faire le parcours, dire voilà, je veux avoir un bac plus 5 dans le domaine de coaching, c'est reconnu. Donc, je sais qu'en Afrique, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là, mais il y a des structures qui arrivent à former, que ce soit le niveau Bac plus 3 au niveau Bac plus 5, à former également dans ce secteur-là. Donc, je crois que c'est le besoin de pouvoir assainir ce secteur-là qui a besoin à ce que les gens soient formés ou qu'il y ait des organisations qui régulent ce domaine ou ce marché, permettant ce que, un, le public sache de quoi il s'agit et que ceux qui ont le besoin puissent s'approcher de ceux qui peuvent réellement les accompagner. Donc, le besoin est dans le deux sens, en tant qu'individu qui veut exercer ce métier-là, ou euh, le besoin de pouvoir aider la population ou aider voilà, ceux qui sont dans le besoin, à savoir euh, tout le professionnalisme qu'il faut dans l'accompagnement voilà, des individus ou des équipes. Merci, docteur. Vous l'avez dit, mais je vais encore reposer la question une dernière fois. Donc, ça veut dire il y a des risques euh, pour le fait donc d'exercer le coaching sans aucune formation, sans une reconnaissance officielle. Il y a des risques, il y a des limites. Vous pouvez nous spécifier un, deux, trois? Oui, d'abord, les limites les limites, les limites d'abord, c'est d'abord l'accès pour le marché. Je crois que quelqu'un qui n'a pas de preuves, il est difficile d'avoir des opportunités pour accompagner les équipes ou d'accompagner les entreprises. Parce que les entreprises, quand il y a un travailleur qui a des défis et que le responsable d'entreprise a l'accord de son travailleur pour pouvoir lui avoir un coach pour l'accompagner. Il y a cet accord tripartite qui est signé entre le chef d'entreprise, le travailleur qui va être accompagné et le coach professionnel. Et donc, si vous n'avez pas les éléments de base pour prouver que vous êtes un professionnel dans la matière, il est difficile de trouver le marché. Et de la même manière, lorsqu'il y a des professionnels qui sont dans le besoin, qui s'approchent de vous, il est difficile aussi de pouvoir convaincre ces gens. Donc, je peux dire que lorsque vous essayez, vous faites à tâtons, le marché ne vous accepte pas, ce qui fait que vous devenez juste quelqu'un qui fait motivation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein de coachs qui sont devenus des motivateurs, des influenceurs. Mais la profession, l'exercice de coaching, vous allez voir qu'ils sont vraiment limités. Donc, le marché va vous rejeter parce que voilà, vous n'avez pas les preuves euh,
et voilà, vous devenez motivateur, voilà, pour voilà, animer en tant qu'influenceur et tout ça. Euh, Ceux qui connaissent le métier, voilà, ils vont dire, vous faites partie de quel réseau, voilà, euh, quelle est votre école? Et il y a ces questions qui sont posées lorsqu'il s'agit vraiment du coaching professionnel. Et ceux qui ont la formation, il leur est facile de pouvoir faire la démonstration et de montrer la documentation, voilà, par rapport à leur parcours. Ils peuvent vraiment dire les expériences qu'il a capitalisées. En France, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui régulent. Et je sais que en Afrique et également au Togo, il y a un certain nombre de structures également qui sont dans ce domaine en train d'aider, voilà, ceux qui veulent se faire former, ceux qui veulent être fait certifier, ceux qui veulent véritablement faire la profession. Merci, docteur. Merci beaucoup. Alors, est-ce que il y a un parcours typique d'un coach parce qu'on se demande si c'est la même certification, s'il y a des niveaux, des différents niveaux de certification, ou s'il y a même des spécialisations donc, dans la certification de coaching. Disons que par expérience que j'ai eu à faire, ma première formation, je l'ai fait avec université en Belgique. C'est une formation à distance avec un accompagnement. Ma première formation de base, j'ai fait le coaching de base, mais j'ai fait la spécialité, le coaching scolaire, parce que voilà, ma passion, c'est d'aider les jeunes, c'est d'aider les étudiants, c'est d'aider dans l'orientation scolaire professionnelle, c'est d'aider dans la reconversion professionnelle et tout ça. Donc, ce qui fait que la base et la plupart des outils que j'ai appris à utiliser sont dans ce domaine-là. Euh, mais chaque école dispose d'un certain nombre de dispositifs. Il y a des formations, il y a des écoles qui font des formations d'une année. Euh, euh, et la formation d'une année, il y a le savoir qu'il faut avoir. Il y a un certain nombre d'heures qu'il faut cumuler pour le savoir, c'est-à-dire les formations, la présence, la participation. Il y a aussi un certain nombre d'heures requis pour la pratique, l'exercice sur lequel vous faites l'exercice, vous êtes débriefé, vous avez un superviseur euh, qui vous suit, ou le formateur qui vous suit, ou vous avez le master coach qui vous accompagne. Vous faites l'exercice, il suit, et vous capitalisez les différentes postures, vous testez les différents outils, et vous êtes suivi. Et tout ceci est record. Ce qui fait que dans votre dossier, on sait, vous avez pu faire ça, vous avez pu faire ça, vous avez pu faire ça. Ça veut dire que vous avez fait l'exercice de pouvoir accompagner sur différentes thématiques. Et quand vous faites tout ce processus-là, dépendant de chaque école, comme je viens de le dire, les écoles ont en place le mécanisme de certification. Et chaque école, voilà, a son cadre. Mais nous avons des organisations aussi internationales. Euh, euh, ICF, euh, International Coaching Federation, qui est dans différents pays aujourd'hui. Et en Afrique également, nous avons un certain nombre de structures qui sont là. Donc, chaque école a ce processus en place. Mais lorsqu'il s'agit d'une formation, comme j'étais en train de le dire, en France aujourd'hui, on peut faire un master en coaching. Et donc, l'État a validé, a reconnu ces formations-là avec les matières, tout ce qu'il faut et la pratique jusqu'au mémoire à faire. Donc, c'est pour dire que chaque école dispose d'un référencement qui leur permet de pouvoir faire la formation. Et c'est l'école qui certifie l'apprenant à la fin qu'il a rempli toutes les conditions qui sont mises en place pour pouvoir avoir la certification. Donc, c'est l'institut qui certifie ce dernier en le disant, selon le processus d'apprentissage, le mécanisme en place, cette personne, il a fait A, B, C, D et le certifie. Et cette institution qui certifie est derrière ce code professionnel qui exerce le métier dans son domaine. Merci beaucoup. Là, vous venez de parler un peu même des exigences, de quelques exigences en termes de nombre d'heures de formation, en termes de nombre d'heures de pratique, en termes de nombre d'heures de supervision, etc. Et ces critères permettent donc de tester les différents outils, de capitaliser donc les différentes postures. Et voilà, donc tous ces éléments qui permettent donc à l'institut donc de certifier les compétences de coach donc de l'étudiant.
Donc, merci encore à vous. Alors, au-delà donc de ces critères qu'on peut appeler quantitatifs, est-ce qu'il y a des compétences qualitatives et éthiques, bon, qui sont scrutées et évaluées lors d'un processus de certification que, bon, globalement, on peut avoir des idées là-dessus? Je peux dire que nous avons des écoles qui ont le code de déontologie. Lorsque vous êtes certifié, ça veut dire que vous êtes engagé sur cette déontologie-là. Quand vous allez en France, il y a les compétences de base qu'un coach doit avoir. Et cela fait partie de la déontologie. Donc, chaque école dispose de, de l'éthique ou de ce cadre-là qu'il promeut pour les coachs que cette institution ou cette organisation certifie. Donc, euh, si je prends voilà le programme euh, d'école de coaching qui est fait au Togo, dans un certain nombre de pays, en Afrique de l'Ouest par exemple, tous ceux qui passent par le processus de certification adhèrent et signent un engagement de code de conduite. Et ces codes de conduite, euh, il y a les superviseurs qui suivent le travail que le coach est en train de faire en vue de pouvoir voir est-ce qu'il se conforme au cadre en vigueur qui est promu par l'institution. Ce qui fait que de coach professionnel, il y a des niveaux auxquels vous pouvez aussi accéder. Parce que lorsque vous cumulez un certain nombre d'heures de pratique, d'exercice dans le métier, ça vous permet aussi de capitaliser d'aller à un niveau 1, d'aller à un niveau 2, d'aller à un niveau 3, et pourquoi pas d'aller à un niveau, ce qu'on appelle le master coach, qui est un niveau supérieur, et par conséquent, devenir, pourquoi pas, un superviseur. Ça veut dire que quand vous devenez superviseur, vous avez les compétences pour superviser l'exercice professionnel de coach et qui sont voilà, sous votre réseau ou votre supervision. Justement, donc, on dirait que en termes de niveau de certification, le système que les différentes écoles ont mis en place correspond un peu au système classique d'évaluation des compétences. Globalement, dans le monde, on accepte que les individus sont débutants dans une science, débutants, et après, il y a le niveau de maîtrise, et après, il y a le niveau de mastering, voilà, etc., etc. Donc, on peut distinguer trois niveaux donc de maîtrise, quatre ou cinq, ça dépend donc de la nomenclature. Je crois que c'est globalement ce que le coaching aussi suit dans les différentes écoles. Alors, la question de supervision ou de mentorat, comment est-ce que cela contribue à la question donc à la validation des compétences pour la certification? Parce qu'on a constaté que par exemple chez l'ICF, il y a une obligation donc de 10 heures de coaching mentoral dans le processus donc, de certification d'un coach par exemple. Oui, sur cette question, ce que je veux dire, c'est que sans la pratique, ce qu'il y a, c'est que vous perdez la main. Sans la pratique, vous perdez la main. Parce que développer les côtes actives, poser des questions puissantes pour amener le coaché à atteindre son objectif, si vous ne faites pas la pratique, ce qu'il y a, c'est que vous perdez la main. Et quand vous perdez la main, c'est qu'il faut reprendre. Voilà. Il faut reprendre ça passe par les recyclages qui sont organisés. Donc, ce qui fait que il est important que lorsque vous êtes un coach professionnel, vous devez appartenir à une communauté. La communauté organise des séminaires. Le superviseur fait le débrief avec vous, ce qui fait que par mois, vous pouvez avoir une rencontre avec votre superviseur. Ça vous permet de pouvoir débriefer. Voilà, j'ai pu accompagner 10 personnes euh, et ils posent des questions. Voilà, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Une forme de débrief et d'accompagnement qui fait également avec vous. C'est ce qui vous permet de capitaliser et de devenir un pilote qui a un certain nombre d'heures au compteur. Euh, euh, Parce que parmi les pilotes, il y a des pilotes, si je peux utiliser l'expression comme ça, parce qu'on regarde le nombre d'heures de vol que vous avez accompli. Et ça passe par la pratique et le débrief que vous faites avec le superviseur. Donc, en fin d'année, vous êtes capable de montrer le nombre de personnes que vous avez accompagnées, que ce soit le coaching individuel ou bien que ce soit le team building ou bien le coaching d'équipe. Euh, vous avez
votre réseau et surtout le superviseur avec qui vous faites le débrief. Sans la pratique, vous perdez la main. C'est ce que je peux dire sur les sites de coaching. Quelqu'un qui est formé et qui ne fait pas, voilà, qui ne fait pas le coaching, ne pratique pas, à coup sûr perdra la main. Et il faut le recyclage, il faut la supervision pour qu'il puisse continuer à rester à jour dans ce métier. Merci, docteur Olivier Aonon. Selon vous, sans la pratique, on perd la main. La capacité à développer l'écoute active, à poser des questions puissantes en coaching requiert la pratique continue. Et quand on veut faire donc un parcours professionnel en coaching, il y a donc l'obligation donc d'appartenir à une communauté qui vous permet donc de débriefer régulièrement avec votre superviseur, de faire des recyclages, ce qui vous permet donc d'être dans la formation continue. Merci beaucoup. Alors, est-ce que pour ceux qui voudraient entamer un parcours de certification, est-ce qu'il y a spécifiquement ce qu'on peut appeler des prérequis? Et tout le monde peut, avec n'importe quel niveau, rentrer dans une école ou globalement, comment est-ce qu'on voilà, on autorise une personne à rentrer dans un parcours de certification? Sur cette question, je dirais d'abord que chaque école dispose des prérequis pour l'entrée, dépendant du niveau auquel on veut amener le niveau de certification. Euh, donc, le principe de base, euh, c'est que voilà, si la formation est faite dans la langue française, ça veut dire que voilà, tout candidat doit pouvoir lire et comprendre le français. Euh, deuxième niveau, il y a des écoles qui demandent à ce qu'il y ait le minimum bac que la personne doit avoir avant de pouvoir passer voilà, à l'inscription dans leur école, parce que la rigueur, la teneur de tout ce qu'il y a à faire, c'est pas juste venir être présent, cocher la présence au cours, et tout le travail qu'ils ont mis en place, la machine qu'ils ont mis en place demande beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il y en a qui demandent minimum le baccalauréat. Il y a des écoles dans les prérequis, il y a l'interview. Vous soumettez votre CV et il y a un entretien qui est fait pour comprendre véritablement les motivations du candidat. Des fois, il y a les gens qui veulent juste apprendre, juste pour connaître le métier, le secteur. Ils ne veulent pas exercer. C'est différent de ceux qui veulent exercer. Donc, chaque école définit en clair les critères d'entrée. Et souvent, voilà, euh, les écoles que j'ai eu à faire, voilà, le minimum c'est le baccalauréat. Euh, Parce que voilà, la formation, c'est une formation de 2 ans qui demande voilà, à lire beaucoup de livres, euh, a fait beaucoup d'exercices et beaucoup de pratiques. Donc, c'est pour dire que chaque école dispose des prérequis, mais de façon standard, voilà un certain nombre de prérequis que je peux citer euh, et qui passent par l'interview. Hein. Euh, L'une des écoles sur lesquelles voilà, nous avons travaillé au Togo 2018 à ce jour-là, il y a les interviews qui permettent même d'éliminer. Vous pouvez voilà, dire, je veux faire la formation, mais en écoutant les motivations, le jury peut dire voilà, que vous n'êtes pas accepté dans la cohorte pour faire ce parcours-là. Mais je crois que la structure que vous dirigez, tu peux faire la précision par rapport à voilà, le parcours que votre institution organise. Quels sont les prérequis? Ça permettra à ceux qui sont voilà, dans le Zoom de pouvoir avoir les détails spécifiques. Si, merci beaucoup, docteur Olivier, pour votre disponibilité et la clarté donc, de vos propos. Voilà, les critères d'entrée diffèrent donc d'école en école. Il y en a qui étudient les CV, il y en a qui font des interviews, etc. Et globalement, on peut noter que le niveau au moins bac est souvent exigé. Ailleurs même, il y a le niveau bac plus 4 qui est demandé même pour avoir accès à un parcours de certification. Alors, il y a aussi le fait que, en dehors donc, de ces critères d'entrée, il y a du temps à faire par rapport à votre expérience, 2 ans de formation, des livres à lire, des exercices à faire, etc., qui confèrent à votre parcours la qualité et l'assurance donc de la maîtrise donc des compétences. Alors, si vous êtes toujours là, je vais avancer. Il y a aussi bientôt Arnaud qui va nous rejoindre, mais avant lui, alors, alors, en conclusion, dans le paysage actuel du coaching, la certification
Est-ce qu'elle est devenue un must-have ou est-ce que c'est un nice to have? Comment est-ce qu'on peut le dire? C'est devenu une obligation ou c'est une question de beauté? Voilà. Au regard de mes expériences sur les 15 dernières années, je dirais que c'est quelque chose qui est requis. Lorsque vous avez un client à accompagner et que le client sait que vous êtes certifié par une institution, ça rassure le client ou l'individu qui veut être accompagné. Lorsque vous avez des opportunités à accompagner les entreprises, vous pouvez soumettre toute la documentation pour montrer que voilà, vous n'êtes pas un charlatan qui vient pour essayer, mais vous êtes un professionnel dans le métier. Et pour moi, c'est quelque chose qui est requis. À moins que la personne veut juste comprendre le concept, ce qu'on appelle le coaching. Il veut juste avoir une notion là-dessus. Voilà. Euh, il n'a pas besoin d'avoir la certification. Mais quelqu'un qui veut exercer le coaching professionnel, moi, ce que je vais encourager, c'est d'avoir la certification. La certification, même si aujourd'hui, on n'a pas encore sur le plan de l'État ou du gouvernement ou des universités, euh, le parcours intégré. Euh, euh, je crois que être certifié vous donne aussi la légitimité pour pouvoir exercer dans le métier. Comme je l'ai dit, si vous savez que vous n'êtes pas formé en tant que médecin, mais que vous allez dans le domaine de secteur de la médecine et que vous soignez les gens, ça veut dire que vous courez, vous risquez la vie des gens. C'est de la même manière que vous voulez voilà, accompagner des clients et que vous n'êtes pas certifié dans votre domaine, euh, voilà, vous n'aidez pas. Et c'est pour ça que moi j'encourage. Voilà. Pour ceux qui veulent exercer la profession, le métier, c'est encourageant d'avoir la certification et d'être dans une communauté de coachs. Merci beaucoup. Donc, il y en a qui suivent une formation pour des besoins personnels, pour comprendre le fond du coaching, mais peut-être pour des usages, donc des approches, pour des outils du coaching dans leur milieu familial. Et il y en a qui suivent le parcours carrément pour exercer le métier en tant que professionnel de coaching. Et cela est important, comme vous le dites, à toute personne qui veut exercer, donc de prendre sa certification, parce que cela permet donc de rassurer donc les clients. Parce que lors donc de la prospection, nous pourrons soumettre une documentation complète qui contient notre certificat, nos références, nos heures d'expérience, etc., ce qui pourra convaincre les clients et nous donner des marchés. Donc, merci beaucoup. Alors, dans tout, je peux dire, eu égard à l'évolution de la technologie aujourd'hui avec l'apparition donc de l'intelligence artificielle, est-ce que cela peut infléchir sur le système de certification en coaching dans l'avenir? Oui, aujourd'hui, nous savons que l'intelligence artificielle est en train de prendre un certain nombre de secteurs, y compris le secteur de consultation, hein. Euh, Aujourd'hui, je vais juste prendre l'exemple de la médecine. Vous avez une préoccupation, vous demandez avec l'intelligence artificielle, il vous dira, je suis pas un médecin, mais je vous dis telle information, telle information, telle information. Pour ceci, consultez un médecin. Donc, de la même manière, nous avons aujourd'hui voilà, des personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle, la technologie, pour poser un certain nombre de questions euh, parce qu'il veut travailler, il a un objectif sur lequel il veut travailler. Au lieu d'avoir un coach, il peut se dire, voilà, je vais utiliser ces instruments que j'ai pour pouvoir, voilà, avoir les réponses à mes questions. Euh, mais la limite aujourd'hui, c'est que le processus d'accompagnement est limité. Pourquoi? Parce que dans le coaching, lorsque nous accompagnons un client sur un problème donné, il y a des questions qui sont posées, il y a des outils qui sont utilisés dépendant de la problématique sur laquelle l'individu travaille. Et à la fin de chaque session, si c'est 6 sessions à faire
pour le processus. À la fin de chaque session, le coach professionnel donnera des exercices sur la base de la session qui est faite et demander au coaché d'y travailler pour le prochain rendez-vous. Ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire à ce jour-là au coaché. Donc, il y a cette relation, l'écoute active euh, et l'accompagnement spécifique qui est fait. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle apporte un certain nombre d'informations sur les préoccupations que les individus ont, des équipes ont, mais la place du coach est toujours là pour pouvoir apporter cette écoute active, ces questions puissantes à accompagner et puis ces exercices à donner au client pour que ce dernier puisse travailler jusqu'à arriver à atteindre l'objectif pour lequel il a sollicité le coach. Merci, docteur. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain est un moyen, est un levier de réfléchir plus rapidement, de mémoriser, mais l'être humain n'est pas une machine, donc l'intelligence artificielle ne serait capable de connaître exactement les sensations, les ressentis de l'homme, afin de l'accompagner exactement. Encore que l'homme est un esprit, il n'est pas encore possible à la machine de mesurer exactement donc, le niveau d'expression de l'homme esprit. Donc, merci. Alors, si nous considérons toutes les réflexions qui sont en cours, le fait que nous sommes sur un marché ouvert, avec la possibilité du fait que le nom, le titre coach professionnel n'est pas encore protégé dans notre milieu, par exemple, avec le droit aux uns et aux autres donc de s'autoproclamer. Quel peut être le rôle des associations professionnelles dans la standardisation des reconnaissances et des certifications? Quels peuvent être quels peuvent être les rôles donc, des associations professionnelles dans euh, qu'est-ce que je peux dire, dans la promotion du sérieux, dans le découragement, par exemple, donc, des détracteurs et dans l'encouragement donc, du positif. Voilà. Oui, merci pour cette question. Ce que je veux dire ici, c'est que les associations, l'une des responsabilités, c'est de créer le code éthique, de déontologie du métier. Ce qui fait que le coach professionnel peut prévaloir qu'il fait partie d'une association, d'une communauté où il y a l'éthique, il y a la déontologie qu'il suit. Deuxième chose que je peux aussi dire, c'est que vous allez voir que celui qui n'a pas suivi la formation de rigueur jusqu'à passer à la certification, il est difficile à cette personne de mettre sur son titre coach professionnel certifié. Il peut mettre un coach, mais il est difficile de mettre coach professionnel certifié. Parce qu'il suffit de vous poser la question, est-ce que vous êtes comme professionnel? Donc, ce qui fait que vous allez voir que même le marché n'étant pas encore régulé, euh, les associations, je félicite les associations qui sont en train de travailler pour créer le cadre et, et- et mettre en place. En Europe, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, aux États-Unis, beaucoup d'efforts qui sont faits et des réseaux même qui sont reconnus par le pouvoir public en place et tout ça. Ils sont très puissants. Ce qui fait que lorsque vous faites partie de cette communauté, on sait tout le sérieux qui se fait. Donc, c'est d'encourager les associations, les fédérations à mettre en place euh, tout le process et surtout la charte euh, de déontologie permettant ce que on puisse encadrer l'exercice de cette profession-là. Et lorsque le travail continue sur le terrain, je crois que voilà, les jours qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, le public saura le cadre en place et posera les questions. Lorsque je cherche un coach professionnel, je pose les questions qu'il faut poser avant de m'engager avec un contrat d'accompagnement avec un coach. Merci beaucoup. Donc, les associations ont pour rôle de créer le cadre, de créer donc les codes éthiques et de déontologie pour permettre aux coachs donc de s'inscrire, de se prévaloir, appartenir à cette communauté, qui est une garantie donc de l'observation des, des chartes éthiques, et voilà, et du respect donc de l'humain, du client de la société. Alors, est-ce que vous croyez au coaching à voir l'histoire dans notre communauté et le futur qui arrive? Est-ce que vous croyez que le coaching pourra, les Africains que nous sommes,
Nous ne sommes pas des moindres, nous ne sommes pas des paresseux, nous ne sommes pas des incapables. Mais nous reconnaissons que nous avons du travail à faire quand il s'agit de s'organiser en communauté de façon stratégique pour résoudre des problèmes de société. Est-ce que vous croyez que nous pourrions arriver à aider le coaching à se porter à un niveau responsable? Voilà, comme cela est ailleurs en Europe, par exemple aux États-Unis. Oui, je crois que tu parles de la volonté et l'engagement, la vision des différents acteurs, tels que euh, les structures qui sont en place déjà au Togo, qui travaillent avec un certain nombre de pays déjà pour synchroniser en Afrique de l'Ouest francophone euh, et mettre en place ce cadre-là. J'y crois parce que nous voyons les résultats. Euh, ce que dans le coaching, surtout pour l'accompagnement. Euh, qui se fait pour les jeunes, pour les professionnels, en entreprise. Nous croyons, voilà, le résultat est là. Nous croyons que cette transformation aussi visible qu'il y a, ces performances en entreprise ou ces performances individuelles que nous avons à cause du processus d'accompagnement par le coaching qui est fait sur le terrain, je crois à cela. Et il nous revient en tant qu'acteurs de pouvoir continuer le travail et j'apprécie déjà le travail qui est fait il y a 2 ans ou 3 ans, engager les professionnels à l'université, les enseignants à l'université de Lomé, les engager sur la thématique et avoir des colloques sur ce sujet-là. Je crois que c'est des efforts que je vous félicite pour ce qui est en train de se faire. Et je crois que en continuant progressivement, je sais qu'il y a des efforts également qui sont faits aujourd'hui au CAMES hein, pour permettre à ce que le CAMES puisse reconnaître ce parcours-là faisant partie des autres parcours euh, je crois qu'il y a des avancées parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs agrégés qui sont formés, qui reçoivent cette formation pour comprendre le bien fondé de cette matière-là. Et nous croyons, voilà, que les mois à venir, les années à venir, on verra que voilà, le coaching va s'insérer dans le parcours universitaire et voilà, tel que ça se fait sous d'autres cieux. Nous croyons à cela et on va continuer les colloques scientifiques pour engager les différents acteurs. Alors, merci, docteur Olivier. Nous sommes en train donc d'échanger entre coachs sur la thématique de la certification en coaching, au-delà donc de la passion, au-delà donc de la vocation, euh, les exigences donc d'un parcours et les avantages, les bénéfices d'un parcours de certification au coaching. Et nous avons donc eu l'opportunité donc de recevoir une personne pas des moindres, donc le docteur Olivier Aonon, qui est le directeur national donc de coopération internationale, qui est en train d'échanger avec nous. Bientôt, nous allons ouvrir donc pour recevoir des questions de nos internautes. Mais avant, j'aimerais demander si le docteur Olivier avait un conseil spécifiquement pour les débutants, ceux qui ont envie d'entamer, ils entendent parler de coaching, ils sentent qu'ils ont des prérequis, ils ont un appel vers l'accompagnement de l'humain à travers le coaching, ils ont envie. Quel type de conseil vous leur donnerez voilà, qui leur permettra donc de prendre au sérieux des récits donc, ce parcours, par exemple? Oui, mon expérience que j'ai eue dans le domaine, moi, j'aidais les jeunes qui avaient des difficultés scolaires. Donc, j'accompagnais de ma manière, mais j'avais compris que il fallait avoir des démarches aussi professionnelles. C'est ce qui m'a amené il y a cela 15 ans à faire ma première formation à distance. Euh, et la formation m'a permis de savoir qu'il y a des outils spécifiques pour accompagner selon les différentes thématiques ou les problématiques auxquelles nous faisons face. De la même manière, en entreprise, euh, il y a la formation permet d'avoir le savoir-être, le savoir-faire pour accompagner les entreprises ou d'accompagner les travailleurs en entreprise. Donc, ce que je peux dire à ceux qui désirent qui ont cette passion-là dans le secteur, de pouvoir faire la formation. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de ressources disponibles. Hein. Ils peuvent faire la lecture et comprendre un peu le secteur et pourquoi pas ne pas se faire former et avoir les bases. Il y a des formations qui sont aussi faites d'initiation. Voilà, ils peuvent aller euh, faire l'initiation voilà, sur les bases, les b.a.-ba du coaching
Voilà. Si ça leur donne goût, ils prendront maintenant le cheminement pour aller à la certification. Et puis, pourquoi pas aller au niveau 1, niveau 2, niveau 3 et demain être un master coach. Merci pour les encouragements à tous les aspirants donc, au métier de coach. En tout cas, à tous ceux qui pensent que les compétences de coach leur sont utiles, même dans le management de leurs équipes, de leur entreprise, ou même dans la gestion de leur famille, la relation avec leurs enfants ou avec leurs conjoints. Je crois que dans tous ces aspects, on peut faire appel aux compétences de coach pour mieux se faire. Alors maintenant, nous allons laisser la place à nos frères togolais, à nos frères béninois, et voilà, il y a même des Ivoiriens qui sont sur la plateforme. Ceux qui voudraient poser des questions à l'endroit de notre invité spécial, vous avez la parole. Je salue la présence parmi nous donc d'Éric Boulet, le directeur exécutif donc, de l'ACMA. Et je salue aussi la présence donc, de l'inspecteur Jules Dagan, un inspecteur des impôts que je connais, qui est actuellement en train donc, de démarrer son parcours à PPDC Africa. Et vous avez la parole. Apportez-nous donc vos réflexions et vos questions pour permettre à l'intervenant donc de déblayer plus sur le sujet donc, de la certification en coaching. Vous avez le micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir Olivier, j'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, vivants et bénis soyons demeurons nous tous. Merci pour cette opportunité d'échanger encore sur la question du coaching et de la certification. Merci au CACMES. Ici, c'est une rencontre du CACMES, ce n'est pas le PPDC, n'est-ce pas, Adamas? C'est un PPDC. C'est un PPDC. C'est toujours PPDC. D'accord. OK. Donc, bonsoir au PPDC. Alors, j'avais trois interrogations, mais je pense qu'Olivier a brossé la réponse à une. Je vais quand même poser les trois questions. La première question, malgré que nous soyons enfin, pour la grande majorité, entre connaisseurs du coaching, j'aime beaucoup insister sur ce point-là et je vais quand même poser cette question. Quelle différence existe entre le coaching, le mentorat, la formation, le consulting, la médiation, la facilitation et la thérapie? Vous savez, bon, je ne vous apprends rien, hein, vous connaissez le désordre ambiant existant sur le marché aujourd'hui. Beaucoup s'arrogent les titres un peu à tort et à travers et la petite confusion existe dans la tête et des pratiquants et du grand public. Donc, il est toujours utile de répéter ce genre d'informations et je pense que le docteur Olivier ici est très bien placé pour faire ce genre de précision. Deuxième question. Quelles projections socio-professionnelles faites-vous pour le secteur du coaching au Togo, disons pour les 2 à 3 prochaines décennies? Je pense que vous avez déjà brossé un peu cette question, mais ce serait quand même bien d'avoir une lecture, je veux dire, je ne vais pas utiliser entrepreneurial, mais une lecture d'homme d'affaires une lecture d'homme d'affaires sur la question. Parce que pour ceux des aspirants coachs et des coachs existants qui veulent en faire un métier, qui veulent faire carrière, qui veulent vraiment créer quelque chose de sérieux dedans, est-ce que c'est un secteur qui mérite qu'on s'y investisse à fond pour les 2 à 3 prochaines décennies? Troisième question, quel est votre avis sur la tendance, je dirais, d'un coaching à l'africaine? Un coaching à l'africaine. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Voilà mes trois questions. Merci beaucoup. Nous allons permettre systématiquement à l'expert intervenant donc de répondre aux trois préoccupations donc, du coach Bonnet. Voilà. Quel est votre avis sur la tendance d'un coaching typiquement africain? Quelle est votre projection voilà, sur l'insertion professionnelle, je crois, du coach au Togo? Et puis voilà, la différence entre le coaching, le mentorat, la formation, la médiation, la thérapie, la facilitation, etc. Merci pour la question. Euh, je vais faire la synthèse sur la question. La première, je crois que le coaching, nous avons dit, c'est une relation d'accompagnement qui permet d'aider un individu ou un groupe à la réalisation de leur objectif. Donc, il y a un individu qui a
des problèmes, qu'il y a des besoins et sur lesquels on sait que voilà, la problématique qu'il va traiter, ça va lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs. Le coaching devient un outil qui répond, ou soit une équipe qui n'arrive pas à performer et le besoin, c'est d'aider l'équipe à performer. Les outils du coaching seront disponibles pour permettre à ce que le coach puisse travailler avec cette équipe-là et amener cette équipe à performer. Mais le mentorat, c'est une relation où nous avons le mentor et le mentoré, une relation de transfert de connaissances et d'expérience. Le, qui n'est différent du coaching. Ici, nous avons le coaché et le coach. Le coach qui pose des questions, qui amène l'autre à découvrir les solutions par lui-même. Mais si le mentorat, c'est beaucoup plus, voilà, quelqu'un qui a d'expérience, qui transfère par ce système, cette relation-là, des connaissances, des expériences au mentoré. Donc, euh, c'est ce que je peux dire pour simplifier. Et le mentorat, c'est une relation, voilà, qui dure euh, aussi longtemps que les deux acteurs, voilà, comme le maître et le disciple, fonctionnent jusqu'à ce que le disciple ne soit mature pour voler de ses propres ailes. C'est ce que je peux dire sur le mentorat. Mais pour la médiation, je crois que, comme le mot le dit, hein, c'est un processus de résolution de conflits où le médiateur va aider les acteurs qui sont dans le conflit à pouvoir trouver voilà, la solution mutuellement acceptable pour les différents acteurs qui sont en jeu. Et donc, c'est pas le coaching, mais on devient un catalyseur, un facilitateur pour permettre à ce que les parties prenantes puissent arriver à trouver le, euh, le juste milieu qui est acceptable par tous. Mais quand nous venons à la thérapie, je crois que euh, nous prenons le mot comme traitement. On veut faire guérir. Donc, c'est un processus de traitement des problèmes psychologiques ou émotionnels. Et c'est pas un travail que le coach fait. Le coach, vous ne pouvez pas avec le questionnement, voilà, faire la thérapie. Donc, pour la thérapie, on sait que c'est un traitement. Et il est important, ce que je veux dire ici, c'est que euh, le coach, quand le coach connaît sa fonction, il sait ce à quoi le coaching peut s'appliquer et ce à quoi le coaching ne peut pas s'appliquer. Et il doit, le coach prendre de la hauteur sur des problèmes qui lui sont posés et il sait que voilà, ici, ça c'est la relation d'aide. Oui, ici, c'est la fonction d'un conseiller. Si le coach a l'expérience d'être dans le conseil, il peut expliquer clairement au client que le problème que vous posez, c'est pas le coaching, mais ça, c'est conseil. Et si vous le permettez, coacher ou client, je vais enlever ma casquette de coach et je porte ma casquette de conseiller. Et là, vous changez de posture dans l'accompagnement du client ou de l'individu qui est en face de vous. Donc, je crois que c'est important à ce que le coach puisse savoir, voilà, le problème que le client ou l'individu qui est en face de moi me pose, j'ai des outils pour le faire. Quand j'ai pas les outils pour le faire, le coach doit avoir l'humilité de dire, voilà, je te réfère à un psychologue, je te réfère à un conseiller en relation d'aide, ainsi de suite. C'est ce que je peux dire pour cette question-là. Euh, les trois décennies devant nous, je crois que euh, l'Afrique est en train de suivre la dynamique. Et aujourd'hui, quand nous voyons en Afrique du Nord, aujourd'hui, euh, nous avons les structures en Europe qui sont posées aujourd'hui en Afrique du Nord et ça descend. C'est en train de prendre les différents pays. Et je crois qu'il y a un travail sérieux aussi qui est en train de se faire au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, euh, au Burkina Faso. Et il y a des associations, des acteurs qui s'engagent. Et je crois que les 2 décennies devant nous, euh, le besoin est toujours là. Euh, le besoin d'accompagnement est là. Et les défis auxquels on fait face, les familles font face, les professionnels font face aujourd'hui, le besoin est là. Donc, il faut que les acteurs soient préparés et qu'ils aient les outils nécessaires pour pouvoir accompagner. Sur la question de coaching africain, j'ai l'habitude de dire,
ça, c'est ma perspective sur la chose. Il n'y a pas un coaching européen, un coach africain, un coaching anglo-saxon. Mais pour moi, le coaching, il y a une démarche universelle. La démarche, c'est le questionnement, l'écoute active. Et je crois que ce soit en Afrique, hein, nous démontrons l'Afrique, nous démontrons cette écoute-là. Et les outils propres, oui, il peut y avoir des outils selon notre contexte. Je prends par exemple euh, l'outil qui est utilisé en coaching, on parle des saisons. Quand je suis en Europe, j'ai les 4 saisons, l'hiver, printemps et tout ça. Mais quand je suis en Afrique, voilà, quand vous accompagnez quelqu'un voulant utiliser l'outil des saisons, les saisons, quand je suis au Togo, je suis dans le sud, j'ai la saison, grande saison sèche, la grande saison pluvieuse, la petite saison sèche. Donc, il y a la contextualisation des outils propres à nous, euh, euh, les proverbes africains qu'on peut utiliser pour exploiter dans les questionnements du coaching. Donc, je peux dire que, voilà, il y a des outils propres à nous en Afrique qu'on peut utiliser, mais pour moi, ça ne change pas le coaching. Vous dites ça, c'est coaching africain, ça, c'est coaching européen, ou ça, c'est coaching anglo-saxon. Dans chaque contexte, il y a des outils, des approches qu'on peut utiliser parce que le contexte local est différent. Mais ça ne change pas la posture du coach qui est d'écouter, qui est de poser des questions et permettre à l'autre d'avoir les yeux ouverts et de prendre, définir des objectifs, travailler à ces objectifs et d'atteindre les objectifs. Donc, pour moi, c'est un peu le principe de base. Merci. Je crois qu'il y a, Merci beaucoup. il y a des, Ah, il y a des questions dans le chat des box. collègues, Voilà. voilà, s'il y a des compléments, je crois que nos amis peuvent voilà, faire des compléments. On est là pour le partage et le partage nous enrichit, comme Cyril Papa a l'habitude de le dire. Et merci encore, docteur. Je suis très content de vos réponses. Et il n'y a pas une sociologie typiquement africaine, il n'y a pas une mathématique sud-africaine ou asiatique. Voilà. Donc, le coaching ne peut pas s'exclure de la définition donc d'une discipline ou d'une science pour avoir bon, même si, comme vous dites, l'ancrage serait peut-être donc les outils ou les approches. Mais la discipline en elle n'a rien donc d'un continent particulier. C'est une science universelle, comme vous le dites. Merci. Et j'irais ajouter en science, quand on prend donc on prend l'exemple de la science physique, de la mathématique ou des sciences de la vie et de la terre. Dans ces trois sciences, on étudie les chiffres. Donc, à un niveau donné, on ne peut pas faire la science physique sans utiliser des chiffres ou sans utiliser les formules mathématiques. Donc, les, euh, les disciplines de l'accompagnement s'entrelacent à un moment donné. Par exemple, le questionnement peut être utilisé dans la consultation. Dans la thérapie, on peut poser une question aussi. Donc, mais ce n'est pas à dire que le thérapeute est en train de coacher. Vous voyez donc, et je crois qu'on peut se lancer ce défi avec Bonnet. On peut se lancer ce défi-là de faire un petit mémo de différenciation à ces différentes approches d'accompagnement et le publier pour permettre à la population donc, de s'informer avec des exemples précis. Donc, merci encore pour cette question enrichissante. Il y a beaucoup d'amis qui ont envoyé des questions. Ils demandent à savoir s'il y a des écoles de formation au coaching au Togo, en Afrique, on doit connaître auxquelles on peut s'approcher pour se former. Donc, je vais laisser la parole à notre intervenant. Ça, je te laisse la parole parce que voilà, vous avez une structure qui forme et je crois que c'est l'opportunité de permettre à ce que les participants puissent découvrir le travail excellent que vous faites en formation de niveau voilà, de certification. Je crois que je te donne l'opportunité pour que tu puisses voilà, parler du parcours que vous offrez au public togolais. Merci encore, docteur. Alors, donc, je vais répondre rapidement à cette question, quoique j'ai demandé le contact donc, des gens pour les envoyer les détails. Mais la première structure qui a formé ici au Togo depuis plus d'une dizaine d'années, c'est l'école donc, du coach Pognon, qui est devenu le FIA de Forum international, donc les ambassades de développement, auquel moi-même j'ai fait des certifications. Mais après, il y a eu une école française, une école voilà, d'un Français qui a été accueilli au Togo et en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est l'école donc, de David Pillon, qui a été accueilli par le cabinet Hydro Smart. Moi, j'ai participé à quelques donc, de leurs activités. C'est du travail sérieux qui se fait là. Dernièrement, donc, il y a aussi donc, le PPDC Africa Coaching, dont je suis le directeur académique, qui a structuré donc, son curriculum en 3 niveaux de certification.
le fondamental degree certified coach, qui permet donc de donner donc, aux apprenants les fondamentaux du coaching pour que ceux qui veulent juste le comprendre et l'utiliser à des fins personnelles puissent se faire sans se casser la tête, mais que ceux qui veulent progresser vers donc l'exercice du métier comme professionnel aillent donc au master degree et chaque niveau, et le dernier degré, c'est l'advanced degree, donc c'est le troisième degré. Donc je pourrais envoyer cette documentation à tous ceux qui voudraient s'informer. Et je remercie aussi donc le docteur Olivier qui nous a appuyé beaucoup en tant qu'intervenant, à donner donc des formations par rapport à des modules. Et il a aussi contribué parce que moi-même personnellement, il a fallu qu'on s'inscrive dans la formation continue, qu'on s'inscrive dans l'humilité donc d'apprendre que au fil des années, on a commencé par comprendre clairement le coaching et comment il se différencie des autres métiers et comment l'exercer. Ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a l'école du coaching éthique donc du master coach Jean-François Youma. Au Bénin, il y a des écoles. Même en Côte d'Ivoire, il y a aussi le coaching Ways. Donc voilà un peu quelques des écoles. Mais nous avons une documentation. Le CACMES a une documentation complète sur les associations professionnelles existantes et les écoles. Nous pourrons vous envoyer cette documentation pour ceux qui voudraient s'adresser à telle ou telle école. Merci beaucoup. Il y a encore des questions. Il y a une question de M. Badamassi qui s'intéresse de plus en plus au coaching professionnel en termes de, voilà, au domaine de leadership de communication. Et il voudrait qu'on lui indique les exigences générales à remplir pour devenir coach certifié dans ce domaine. Il aimerait savoir s'il existe des formations certifiantes ou des expériences spécifiques à suivre pour pouvoir débuter. Je crois que donc, ces questions ont déjà été répondues par l'intervenant. Mais je voudrais prier une fois encore le docteur Olivier de faire une petite synthèse pour lui permettre donc de retenir les éléments clés pour lui. Ok, je crois que nous l'avons dit au début, comme tout métier ou secteur, il faut avoir la formation, les outils qu'il faut. Comme voilà, quelqu'un qui veut exercer dans le domaine de la santé, il est appelé à se former. Et donc, comme c'est présenté ce soir, je crois que les ressources vont être partagées pour montrer la formation qu'offre euh, euh, l'équipe ce soir, PPDC, et qui vous permet de pouvoir suivre la formation. Il y a le niveau d'entrée. Voilà, si c'est votre première fois, il y a le niveau 1, voilà, dans lequel vous rentrez pour suivre le cours. Vous suivez les cours, vous faites la pratique, vous faites l'exercice et vous êtes supervisé dans tous ces travaux-là. Et la validation de tout le processus vous permet d'être certifié selon l'école dans laquelle vous vous formez, parce que chaque école a un cursus avec des conditions de parcours. Donc ici, ce soir, je crois que Adamas l'a dit, il peut envoyer les informations détaillées pour que vous puissiez voir le parcours qu'il propose et quelles sont les conditions qui permettent de pouvoir faire euh, euh, ce parcours-là. Donc, au cours de cette formation, vous allez avoir le savoir. Il y a le savoir-être, la posture du coach. Vous allez avoir le savoir-être. Comment réellement faire le coaching? Vous allez apprendre ça au travers des études de cas, au travers des expériences pratiques. Et à la fin du parcours, vous êtes certifié si vous répondez à tous les critères ou les conditions qui sont posées par l'école ou l'institut de formation. Merci encore au docteur Olivier pour la disponibilité et pour aussi la démonstration de l'intérêt à la communauté, parce que voilà, et je crois que c'est aussi ça un des appels donc, du docteur Olivier, un monsieur totalement investi dans le développement de l'humain, spécifiquement de la jeunesse, y compris de nous les jeunes. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, vous le méritez, que vous continuez d'être fortifié dans tout le vaste travail que vous faites. Vous n'avez pas eu la chance donc, de tout dire sur vous. Bon, je crois que beaucoup vous connaissent, mais nous ferons en sorte que lors donc des documentations qu'on va envoyer, on puisse mieux vous présenter encore, pour que les gens vous connaissent mieux. Parce que vous êtes une ressource pour le Togo, vous êtes une ressource, vous êtes une bénédiction pour l'Afrique. Au-delà de vos efforts personnels de construire un cadre pour donc, le développement des enfants et des jeunes, mais vous avez fait montre donc, je peux dire, donc, des valeurs républicaines, de la disponibilité à collaborer, à construire la société, à permettre à chacun donc, de se retrouver, de grandir. On ne peut pas citer à finir que vous soyez béni encore une fois et fortifié. Donc, nous sommes en train d'aller vers la fin. Il y a un monsieur qui pose la question si
Excusez-moi, Il est possible bonsoir. donc de concilier une carrière de cybersécurité avec la formation de coach professionnel. Donc, je vous laisse lui répondre à cette question. Ok, je crois qu'il y a Marlene aussi qui veut intervenir. Je crois qu'elle peut me poser la question, je répondrai aux deux questions parce que le temps est parti. Marlene, tu peux avancer avec la question et puis D'accord. je répondrai à Merci cette. beaucoup. Merci pour cette communication très, très enrichie. Alors, ma question est la suivante. Dans notre contexte où le coaching devient de plus en plus populaire, où je pourrais dire que la multiplication des coachs certifiés ou non certifiés ou autoproclamés euh, se propagande, comment est-ce que les organisations peuvent évaluer la crédibilité d'un coach avant de l'engager pour une tâche particulière? Et selon vous, euh, est-ce que les certifications suffisent à garantir la qualité du processus de coaching ou d'autres éléments doivent-ils entrer en ligne de compte? Ce sera ma première question. Et la deuxième question est un peu plus orientée, je vais dire, leadership chrétien. En tant que chrétien leader, pas en tant que pasteur leader, mais en tant que chrétien leader dans une organisation ou de manière professionnelle, comment est-ce qu'on peut discerner un accompagnement de coaching qui honore à la fois les standards professionnels et les valeurs bibliques? Et quelles sont les compétences spirituelles qu'un leader chrétien devrait absolument développer pour accompagner son équipe avec impact et intégrité, pour un impact et voilà, et dans une intégrité totale. Merci beaucoup. Merci pour les deux questions. Je vais aller vite pour qu'on gagne en termes de temps. Est-ce qu'on peut concilier en cybersécurité et coaching professionnel? Oui. Mais tout dépend voilà, de votre engagement, de votre planification. Moi, je me rappelais bien que il y a 15 ans, mes samedis sont les jours où voilà, c'est le coaching pur que je fais le samedi. Je suis au cabinet, je reçois, voilà, que ce soit les parents, les professionnels et tout ça. Les samedis de ma semaine sont les jours où je reçois. Dans la semaine, voilà, pas de coaching, mais uniquement les samedis. Euh, donc, ça vous revient en termes d'organisation. Si vous êtes passionné par le métier du coaching professionnel, il vous revient, voilà, vous êtes formé, certifié, vous pouvez faire la profession en organisant votre temps. C'est ce que je peux dire pour cette question-là. La question sur le coaching populaire, comment faire euh, dans tout le lot, là, qu'est-ce qui peut assurer la crédibilité? Je peux dire que la première chose, c'est que lorsque moi, je suis chef d'entreprise et que je veux, voilà, recruter un coach professionnel, que ce soit pour l'un de mes salariés ou staff ou euh, que ce soit pour une équipe, ce que je vais demander, voilà, la documentation. Et la documentation me permet de voir, voilà, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il y a un cas de déontologie dans lequel il fonctionne? Et est-ce qu'il y a un code éthique, voilà, qui dirige cette personne-là? Ce sont des éléments qui permettent au chef d'entreprise éclairé de pouvoir, voilà, décider de sélectionner euh, tel cabinet ou tel coach professionnel pour faire l'exercice. Et ce qui est aussi important, vous allez voir que les coachs professionnels, lorsqu'ils font l'accompagnement, à la fin, le coach professionnel fait l'évaluation de la satisfaction. Et il a la documentation des évaluations qui peut montrer et dire, voilà, euh, en termes de capitalisation d'expérience, voilà ceci. Voilà. Il a quelque chose qui est structuré. C'est ce que je peux dire qui permet à ce que la documentation, les référencements sont là. Vous pouvez dire, dans votre truc là, vous avez le référencement. J'ai pu faire accompagner telle organisation et telle organisation. Donc, ça, c'est ce qui peut se faire aujourd'hui. Et votre appartenance à une communauté également permet aussi de couvrir le travail que vous avez de faire. C'est ce que je peux dire sur cette question. Mais la question sur voilà, une organisation chrétienne ou le leadership ou le coaching chrétien, je vais dire que nous avons le coaching biblique. Moi, j'ai fait une formation d'une année euh, euh, qui permet de pouvoir savoir comment on fait le coaching en utilisant les Écritures.
Euh, donc, euh, euh, voilà, si quelqu'un, voilà, dans son contexte spécifique, veut rien que le coaching biblique, je crois qu'il y a des personnes aussi, voilà, qualifiées dans ce domaine-là qui peuvent faire cet exercice-là. Donc, il y a la certification qui se fait également dans ce contexte-là. Et la personne sait comment poser les questions au travers les outils. Et voilà, pour ceux qui font cette formation, ils savent que le meilleur coach, hein, c'est Jésus. Hein. Jésus sait poser les bonnes questions. Il en a posé aux savants et tout ça. Voilà. Euh, et si vous voyez ce que regorge la Bible en termes de questionnement de Jésus, des questions puissantes sont là. Donc, je peux dire qu'il y a cette formation. Il y a des gens également qui sont formés et que, voilà, selon leur foi et leur passion, c'est dans ce domaine qui se sont spécialisés. Merci beaucoup. Elle avait demandé s'il y a des compétences spirituelles qu'un leader doit avoir. Est-ce que vous pourriez en parler rapidement un peu? Oui, dans le contexte biblique, le leadership est différent du leadership dans le monde séculier. Le leadership dans le contexte biblique, c'est le leadership serviteur. Le leader, c'est celui qui est prêt à servir. Ça, c'est le principe de base. Et tout le reste suit, quoi. L'humilité, le cœur, voilà, la rigueur, l'excellence et tout le reste là suit. Donc, pour moi, le leadership dans le contexte chrétien, voilà, c'est le leadership serviteur. Et celui qui est leader, c'est celui qui est prêt à servir les autres. Donc, le chef, c'est celui qui sert les autres. Le leadership serviteur, c'est ça le principe de base. Merci, docteur. Il y a une dernière question qui va être la dernière. Donc, de Monsieur Jules Dagan, il demande si il y a une organisation existante au Togo comme ailleurs que vous pourriez leur recommander pour la spécialisation dans le coaching scolaire, en dehors de ce que nous faisons avec PDC. Euh, j'aime promouvoir le local, hein, ce que nous avons. Voilà. Euh, je crois que à Damas, vous disposez des modules pour. Mais si la personne veut avoir rien que la spécialité coaching scolaire, moi je conseille, vous allez sur Internet, vous tapez formation à distance Belgique, coaching scolaire. Vous allez voir une université qui forme, voilà, en un parcours euh, de 12 à 18 mois. Voilà, vous passez l'examen. Les tests avec des exercices pratiques. Vous allez faire le coaching, voilà, à distance et vous êtes évalué par les différents superviseurs. Et si vous répondez aux critères, à la fin, vous avez votre certification, voilà, spécialité coaching scolaire. Et vous avez tous les outils nécessaires pour accompagner, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants. Vous avez les outils spécifiques pour pouvoir accompagner, voilà, ces personnes-là. Mais j'encourage à ce que, voilà, euh, vous puissiez aussi consommer local, euh, voilà, en travaillant avec les structures qui sont là. Et nous savons qu'au Togo, nous avons notre ami Komivi qui est engagé depuis plusieurs années dans le coaching scolaire. Vous pouvez prendre la tâche avec lui. Je crois que Adamas Koudjou peut vous donner, vous mettre en contact avec lui. Voilà, il peut vous donner des référencements. Voilà. Sinon, moi, avec la Belgique, on a organisé des formations de coaching scolaire, on a certifié des gens, mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Ben, je crois que Adamas Koudou peut te mettre en contact avec monsieur comme il vit et tu peux avoir plus d'informations là-dessus. Merci, docteur. Merci à tous nos amis coachs, leaders, responsables, entrepreneurs, étudiants, aspirants coachs pour votre participation à ce webinaire d'échange convivial. Et je crois que cela a été vraiment convivial. Monsieur le docteur Olivier, notre invité spécial, il était décontracté. Voilà, il est dans un français courant et il a apporté tellement de réponses à différentes donc, formes de questions qui se posaient sur la question donc, de certification, mais aussi d'organisation du coaching au niveau local. Merci. Nous allons donc lui donner la parole, donc donner son mot de fin. S'il pourra profiter donc de nous résumer en une phrase la véritable essence d'une certification en coaching au-delà de la passion, qu'est-ce qu'il nous dira? Donc voilà, docteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci à chacun, merci pour les différentes questions, merci pour l'invitation, l'opportunité de partager.
Et pour moi, je le dis de façon simple, si vous voulez être professionnel dans un métier, il faut avoir la formation et la qualification. Comme un médecin ne peut pas exercer dans le domaine médical sans la formation et les outils nécessaires, de la même manière, un coach qui veut être professionnel et exercer dans le métier a besoin de pouvoir se former et avoir la certification. La certification euh, prouve que vous avez capitalisé en termes de savoir, vous avez capitalisé en termes de savoir-être et le savoir-faire. Ces expériences acquises permettent qu'une institution ou une organisation vous certifie, vous confère que vous avez le nombre d'heures requis pour A, B, C, D, et cette structure est derrière vous pour pouvoir vous aider à assurer votre crédibilité, à pouvoir mettre en place le cadre ou la charte de déontologie qui encadre le métier de coaching. Euh, Engagez-vous dans la formation, apprenez. La dynamique est là, le besoin est là. Et même si vous ne voulez pas exercer, vous pouvez, en tant que chef d'entreprise, apprendre les outils. Il y a des outils de management que vous pouvez apprendre en passant dans le processus de formation, de certification. Donc, merci à chacun. Merci pour le temps que vous avez accordé. Merci pour l'échange là. Vous passez une agréable soirée et merci beaucoup. Merci encore une fois à vous. Très agréable soirée à tous et à la prochaine pour un nouveau cas d'échange convivial entre coachs.